pas tout maîtriser, tout contrôler, être toujours mesuré, tu vois. Là, ça a été un de ces moments où moi, j'ai pas contrôlé, tu vois. La nuit qui a suivi, j'ai pas dormi. Derrière, je marchais, j'avançais dans l'aéroport, je faisais mes valises, mais ma tête, elle était pas là, en fait. Elle était pas là, tu vois. J'étais en pilote automatique. Et je t'avoue que, ouais, là, j'ai rien contrôlé, j'ai rien maîtrisé. Franchement, sur le moment, là, si je pouvais arrêter le foot, j'arrêtais le foot. Donc voilà, là on arrive au complexe. Donc là-bas c'est je sais pas quel sport. Dans les salles, t'as un grand terrain là. Okay. Nous on s'entraîne sur le terrain qui est entouré de trucs de bâches. Ouais, je vois. Au fond. Okay. Nos vestiaires, etc. ils sont de ce côté. Voilà. Bah, tu vois le mec qui ramène les trucs, c'est l'intendant du club là-bas. Le gars avec les trucs bleus? Ouais. Le sac bleu, pardon? Voilà. Donc il faut passer par là-bas? Moi, c'est Augustin. Et il y a 1 an, Abdou m'a raconté dans un podcast sa Coupe du Monde et l'élimination face à l'Angleterre en 8e de finale. Il lui avait fallu tout couper durant plusieurs jours, se retrouver seul et prendre du recul sur ce qu'il avait alors vécu comme un échec. 1 an plus tard, je mets moi aussi les pieds au Qatar pour retrouver mon pote. Il vit désormais à Doha et joue pour le club d'Al Arabi. Il me montre sa nouvelle vie ici où les Anglais ont mis fin à ses espoirs. Et je le vois déjà tourner vers un autre rêve. Dans 1 mois commence la CAN en Côte d'Ivoire, dont le Sénégal est tenant du titre. Son mondial 2022, Abdou avait réussi à me le faire vivre au téléphone, alors que j'étais resté bien assis sur ma chaise de bureau, en France. Mais cette fois, j'ai envie de vivre la compétition de l'intérieur, moi aussi. Voir de mes propres yeux, ressentir plus concrètement et comprendre avec plus de puissance ces états émotionnels qu'Abdou peut traverser. Alors je me suis accrédité avec ma carte de presse, j'ai laissé derrière moi la neige parisienne et je me suis envolé direction Abidjan, pour faire partie de l'aventure. Je suis à peine installé et c'est déjà le choc de la phase de poule. Cameroun-Sénégal à Yamoussoukro. Je récupère mon accréditation et je monte dans le bus des médias qui part avec 3 heures de retard. Je découvre une chaleur étouffante, les arrêts sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute, les tensions pour retirer les accès médias. Mais une fois dans le stade, je me dis que je vais vraiment pouvoir profiter et tout filmer. Sauf que... interdiction de filmer en tribune de presse. Des volontaires nous surveillent tout le long du match et viennent nous fâcher comme des enfants si on sort nos portables. Nope. Bon, comme un enfant, j'ai contourné la règle et je suis allé avec les spectateurs pour pouvoir capturer quelques moments. Les Sénégalais battent le Cameroun et se qualifient pour les 8e de finale. Ils joueront contre la Guinée, la première place du groupe, dans quelques jours. Abdou ne sera pas éliminé en phase de poule. Mon voyage va s'étirer quelques jours de plus. En attendant, je vais pouvoir profiter de la Côte d'Ivoire. Ici, on vit partout au rythme de la CAN, sous l'œil des stars de la sélection ivoirienne sur les panneaux publicitaires. Partout, on tape dans le ballon. Ou dans autre chose. Mais si je suis venu ici pour me plonger dans la réalité du tournoi, il y a une chose que je ne peux pas connaître. Le huis clos. Pendant qu'Abdou est enfermé dans l'hôtel président de Yamoussoukro, à s'entraîner, à se reposer, coupé du monde avec ses coéquipiers, moi j'ai droit au grand air, aux grands espaces, à l'évasion du voyage. J'aurais pu pousser l'expérience jusqu'à m'enfermer dans ma chambre d'hôtel, mais ça aurait été trop bête de louper tout ça.
Puis la CAN allait connaître un scénario que personne n'aurait pu imaginer. C'est le début des 3e matchs de poule. La Côte d'Ivoire joue sa qualification face à la Guinée équatoriale à Ibimpe, mais moi je fais le choix d'aller voir le Nigeria face à la Guinée-Bissau au Felicia. Les tribunes sont pleines d'Ivoiriens qui n'ont pas pu aller soutenir leur équipe. Mais tous suivent le match à distance. Et d'un coup, alors que rien ne se passe sur le terrain devant moi, les Ivoiriens éclatent de joie. Mais ça, c'était avant que leur but soit refusé et que la soirée tourne au cauchemar. C'est une humiliation totale. Non mais 4-0 chez nous à la maison, dans notre stade. Non, ce stade-là, on doit brûler ça. Le stade Alassane Ouattara, c'est un stade maudit. On avait marqué, puis ils ont reporté, on a marqué, ils ont reporté. Donc finalement, ils ont marqué, ils ont mieux joué que nous. Est-ce qu'ils voient? On est découragés. On est découragés. C'est qu'on veut dire à Idriss Diallo. Il n'a qu'à démissionner. Merci. À ce moment-là, personne ne voit comment la Côte d'Ivoire pourrait faire partie des meilleurs 3e du tournoi. Certains médias annoncent même d'ores et déjà son élimination. Mais la soirée n'est pas finie au Felicia. Dans une autre poule, le Cap-Vert et l'Égypte s'affrontent dans la foulée, avec des buts dans tous les sens et des positions au classement qui s'inversent à chaque seconde. Surtout que, au même moment, le Ghana est accroché dans les derniers instants par le Mozambique. Et ce résultat inattendu, c'est un premier miracle pour la Côte d'Ivoire, car elle reprend espoir de continuer son parcours malgré l'humiliation. C'est probablement ici, en bord pelouse, avant le coup d'envoi, qu'on peut vraiment ressentir la détermination des joueurs et lire sur leur visage ce que ça signifie de jouer pour son pays. Sauf que j'ai pas vraiment le droit d'être ici. Un agent de la CAF en costard me ramène à la réalité et me demande de remonter en tribune. Abdou est suspendu pour ce match contre la Guinée, alors je quitte la tribune de presse pour le retrouver. Donc c'est soit, en tout cas c'est soit le premier groupe C, soit le Cap-Vert. Cap-Vert c'est chaud aussi. Donc soit c'est Cap-Vert lundi à 17h au Félicia, soit c'est plus à 20h ici. Ça me fait bizarre d'être avec lui à ce moment-là. Il vit dans une autre réalité, dans une sorte de bulle hermétique au monde extérieur. Et je me dis que j'ai beaucoup de chance de vivre ce match avec lui.
Cette soirée, c'était un de ces moments qu'on n'oublie pas, un peu hors du temps. Et le bus me ramène à Abidjan avec des étoiles dans les yeux. Quand soudain... Voilà, il y a un gars derrière moi et puis il y a le téléphone. Une trentaine de personnes iront à l'hôpital ce soir-là. Je fais partie des chanceux qui n'ont rien. Mais je vous avoue qu'à ce moment-là, loin de chez moi, je me sens bien seul. Mais pas question de rentrer. Le lendemain, c'est une autre histoire de survie que la CAN raconte. Celle de la Côte d'Ivoire, que tout le monde pensait morte, et qui ressuscite grâce à la victoire du Maroc. Le pays refait la fête, rien n'est rationnel, tout s'entremêle, et la Côte d'Ivoire croisera sur sa route, en 8e de finale, le Sénégal. En partant en Côte d'Ivoire, je m'étais imposé une contrainte, à laquelle je ne pourrais pas déroger. Mon séjour ici s'arrêtera au moment où le Sénégal sera éliminé. Je m'impose cette règle pour vivre pleinement l'expérience de l'ascenseur émotionnel, pour comprendre ce que ça fait quand l'aventure continue, ou quand tout s'arrête brutalement. C'est maintenant l'heure des 8e de finale, et mon voyage peut prendre fin du jour au lendemain. Sur un fait de jeu, sur un but venu d'ailleurs, sur une décision arbitrale. C'est sûrement pour ça que je vis pour la première fois un match aussi intensément. Quand je suis revenu, en fait, j'avais juste envie de mettre à la poubelle les images que j'avais tournées. J'avais envie de rien en faire. Tout simplement parce que j'étais déçu moi aussi. Moi aussi, j'ai rêvé de voir le Sénégal faire un back-to-back. J'ai rêvé de voir l'équipe d'Abdou gagner pour la deuxième fois la Coupe d'Afrique des Nations. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Et puis du temps est passé et je me suis souvenu d'une chose, c'est que quand on a créé AZAC avec Abdou, on s'était dit qu'on voulait raconter des histoires tout à fait honnêtes avec la réalité de la vie des joueurs de football.
Alors que dans le monde du foot, on vend souvent le rêve et on raconte des success stories. Nous, ce qu'on voulait faire, c'était créer des projets qui assument la vulnérabilité des athlètes, qui poussent à l'introspection, qui montrent les échecs tout simplement. Alors ne pas aller au bout d'un projet parce qu'il raconte autre chose qu'une réussite ou parce qu'il ne s'est tout simplement pas passé comme prévu, ça correspondait pas trop à notre état d'esprit. Surtout que c'est en partie aussi grâce à ce genre de moments de doute et de déception qu'un jour Abdou a vécu ça.